Parfait. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter notre rapport du Shift Project. Donc, je m'appelle Marie Carrec, je suis aujourd'hui consultante indépendante en santé durable. Je travaille en gestion hospitalière et en santé publique et en France, mais aussi en Angleterre et dans une dizaine de pays de développement, ce qui m'aide à réfléchir aussi en termes de sobriété. Donc, le Shift Project a travaillé sur le secteur de la santé et produit ce rapport décarboner la santé pour soigner durablement fin 2021. On a commencé à travailler sur un deuxième rapport. En introduction, donc le Shift Project et pourquoi s'intéresser à l'empreinte carbone du secteur de la santé, ce qu'on a trouvé comme résultat, donc ce sont évidemment des premiers résultats affinés, une feuille de route et puis un focus approvisionnement, médicaments, DM, puisque c'est le sujet de la journée, prévention, sobriété, résilience, soins éco-responsables et pertinence de soins. Donc beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais essayer de ne pas répéter. Alors, le Shift Project, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un think tank créé par Jean-Marc Jancovici, qui est assez présent dans les médias actuellement, qui réfléchit à une économie post-carbone. Et l'objectif, le Shift est très focusé sur les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif prioritaire pour le Shift, c'est rester dans les accords de Paris, c'est-à-dire ne pas augmenter la température de plus de 2 degrés, et ça veut dire globalement une baisse de 80% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, moins 5% par an, c'est pas rien, ça veut dire diviser l'empreinte carbone des Français par 5. Donc, le changement climatique accélère, amplifie la dégradation de l'environnement et son impact sanitaire. Ça a été évoqué, bien sûr. Il n'y a pas que les gaz à effet de serre. L'OMS, dans des publications déjà anciennes, estimait à 13 millions les décès attribués aux dégradations environnementales de l'air, de l'eau, du sol, le microplastique, on l'a évoqué, perturbateurs endocriniens multiples. Et le changement climatique vient accélérer l'ensemble et ajoute de nouveaux risques. Évidemment, cet été a été une triste illustration au plus près de chez nous, des effets directs et indirects du changement climatique en termes de canicules, sécheresse, vagues de froid, les tempêtes, ouragans, inondations, etc., feux de forêt, modification des écosystèmes, accélération de la pollution et limitation des ressources en eau en termes de quantité et de qualité. Ça devient un sujet maintenant de tous. Ces effets entraînent une altération de l'état de santé de la population, donc des décès directement liés aux canicules, décès liés aux famines, augmentation des maladies cardiovasculaires, cancers, maladies respiratoires, et bien sûr des nouvelles maladies vectorielles et le vaste sujet de la santé mentale, et notamment chez nos jeunes. Des effets sur les déterminants sociaux de la santé, conflits, déplacements de population, destruction d'infrastructures, et in fine, un accroissement de la pression sur les services de santé à tous les niveaux, premier recours, services d'urgence bien sûr, les hôpitaux, toutes les équipes qui ont déjà du mal et les ressources en général, avec des vraies questions, comment on peut gérer des crises multiples, des crises en continu, quelle priorisation. Et puis, cette consommation accrue des ressources accroît également l'impact environnemental. Alors, pourquoi on s'est intéressé au secteur de la santé? J'ai 20 minutes et je vais faire attention à aller aussi vite que possible. Pourquoi on s'est intéressé au secteur de la santé? Pour cette raison d'impact direct de la dégradation de l'environnement et du dérèglement climatique sur la santé, parce que c'est un secteur très dépendant aux énergies fossiles, parce qu'évidemment, c'est un large secteur de l'économie, c'est aussi un très gros employeur, et c'est un secteur qui a une continuité de services avec un fort enjeu de résilience, notamment de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, c'est un secteur, bien sûr, qui a un devoir d'exemplarité, qui a un vrai rôle d'ambassadeur, puisqu'on écoute les médecins et les soignants. On a commencé par regarder, donc là je reviens en 2021 quand on a fait ces travaux, on a commencé à regarder ce qui existait, bien sûr toutes les publications de l'ADEME. Le secteur qui avait le plus avancé
le système de santé qui avait le plus avancé en termes de réflexion, c'est le NHS, qui travaille dessus depuis une dizaine d'années, qui effectivement avait calculé un bilan carbone de 5% des émissions nationales, 50% hôpitaux, 25% villes, à peu près, de par la consommation de médicaments, et puis 25% autres, qui montrait, comme on le voit sur le graphique, une vraie réduction sur la durée, surtout sur l'énergie. Ils avaient fait des gros travaux. Le camembert montre la partie droite, c'est la supply chain. Donc le gros du sujet aujourd'hui, ça reste ce que l'on consomme, notre approvisionnement. Donc les Anglais ont mis en place une vraie stratégie nationale qui s'appelle Net Zero, un programme national qui s'appelle le Green NHS, et ils ont maintenant une équipe extrêmement active pour poursuivre les travaux. Ils travaillent notamment très étroitement avec l'industrie, avec une vraie feuille de route. Je vais y revenir. On avait regardé aussi ce qu'avait publié Healthcare Without Harm avec leur roadmap de décarbonisation. Ce sont des bases intéressantes. Donc, un petit rappel, mais j'imagine que c'est connu de tous. On a regardé l'empreinte carbone, et puis il y a des bien meilleurs spécialistes dans la salle que moi. L'empreinte carbone que l'on a regardée, bien sûr, est différente des inventaires nationaux. Nous, on regarde l'empreinte qui est la demande finale intérieure du pays, c'est-à-dire la production, ce que l'on consomme, production intérieure, mais aussi tous les biens et services importés, ce qui est différent donc des émissions qui sont physiquement émises par le pays. C'est important parce qu'après, on peut avoir des chiffres très différents, mais il faut savoir ce que l'on compte. On a regardé donc le périmètre du secteur santé, ville-hôpital, avec toutes ces ramifications, et en excluant les administrations de la santé parce qu'elles étaient déjà comptabilisées dans le rapport administration publique. Le PTEF, donc le travail de plan de transformation de l'économie française du Shift, a regardé tous les secteurs de la santé, tous les secteurs de l'économie, pardon. Donc, on est parti de ce qui existait. On est parti des bilans carbone qui existaient et qui étaient donc tous recensés sur le site de l'ADEME. Les bilans carbone sont obligatoires en France depuis déjà longtemps, depuis la loi Grenelle 2012. Pour les établissements publics de plus de 250 salariés, pour les établissements privés de plus de 500 salariés, sur les scopes 1 et 2. Donc, on a récupéré un certain nombre de données, mais on a vu que tous les établissements ne l'avaient pas fait. Et par ailleurs, quelques-uns seulement avaient fait un scope 3 qui est très utile parce que, comme vous voyez sur ce schéma, scope 1, émissions directes, scope 2, électricité, scope 3, c'est tout le reste. Et tout le reste, c'est à peu près 80%. Donc, quand on ne fait pas son scope 3, on a une vision assez tronquée des résultats et évidemment du plan d'action. Ensuite, il y a des sujets sur lesquels on n'avait pas beaucoup de données, les médicaments notamment, médicaments et matériel médical. On est allé voir sur une grande partie de l'industrie ce qui était publié. On a trouvé des rapports scope 1, scope 2, parfois scope 3, très peu d'émissions par produit. Et on a travaillé avec ce qu'on avait et on est reparti finalement des données de consommation via des facteurs d'émission ADEME qui sont très cohérents avec ceux du NHS. Bien sûr, tous ces travaux vont continuer d'être affinés et les chiffres évolueront, mais c'est un point de départ. Alors, ce qu'on a trouvé dans ce premier rapport, donc effectivement, vous l'aviez mentionné, une empreinte carbone de l'ordre de 8%. Les chiffres seront amenés à évoluer légèrement. Ce sera peut-être pas 8%, ce sera peut-être 6% in fine, mais c'est pas grave. Les grandes masses sont là. Le gros du sujet, c'est le scope 3. Et au sein de ce scope 3, on a trouvé qu'effectivement, l'approvisionnement de médicaments et dispositifs médicaux représentaient plus de 50%. Les autres postes d'émissions, 16% pour les déplacements patients et équipes, 13% pour la consommation d'énergie, 9% pour les immobilisations, 6% pour l'alimentation. Voilà. Alors, ici, je vais me concentrer sur donc médicaments, dispositifs médicaux, et le rapport est disponible sur le site internet, et toutes les autres sources d'émissions sont bien sûr traitées en détail
avec tout un tas de propositions d'action. Donc pourquoi ces chiffres très importants? Il faut aller le rechercher. En fait, quand on regarde le cycle médicament DM que vous connaissez bien mieux que moi, il faut aller le rechercher dans les chaînes de production, l'internationalisation de la production dans des pays à fort émission carbone, et puis donc des transports internationaux importants. Un interne du CHU de Lille qui a récemment étudié avec Primo Nocere, un cabinet de conseil, pour sa thèse, le transport de production d'un kit d'usage unique pour injection intravitréenne, qui est sur YouTube et c'est pas inintéressant. Cette production faisait 225 000 kilomètres. 225 000 kilomètres, donc à peu près 5 fois le tour de la planète pour arriver au bloc et être utilisé en 4 minutes et puis finir en déchets plastiques comme on l'a vu tout à l'heure. Un petit point sur la distribution, je ne vais pas m'étendre, mais c'est quand même intéressant d'y penser. 22 000 officines en France, 2 500 PUI, des transports aujourd'hui qui sont loin d'être optimisés, avec parfois 3-4 approvisionnements par jour, et beaucoup à faire en termes de gestion prévisionnelle gestion prévisionnelle des appros et des stocks. Alors, on a proposé donc un certain nombre de mesures, une feuille de route d'une trentaine de mesures transverses et spécifiques qui vont permettre de diminuer les émissions d'environ 50%. En transverse, un pilotage national, il est en train de se mettre en place et c'est très bien, avec un décloisonnement santé, environnement, on vient d'en avoir l'illustration, avec évidemment l'intégration des enjeux de développement durable dans toute nouvelle législation, sensibiliser et former tout le monde, les professionnels de santé, les usagers, chacun doit s'en emparer. Et sincèrement, il y a beaucoup de convaincus maintenant, mais il y a aussi encore beaucoup de sensibilisation à faire. Intégrer les émissions Scope 3, on l'a vu, c'est le gros du sujet, donc c'est difficile de réfléchir si c'est mis à l'écart, même si c'est le plus compliqué à tracer. Développer la recherche, alors ça va être le sujet de la journée, cette réflexion médico-économique environnementale. Aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir sans ce troisième volet. Donc, mettre en place les volets éco-responsables des projets d'établissement, financer et structurer les initiatives de prévention, promotion et éducation à la santé et soutenir le partage des savoirs. Donc, en termes de réduction de la demande, les 5 R, c'est le sujet de la journée. Réduire. Puis-je me passer de ce produit? On a entendu la quantité astronomique de médicaments qu'on jette. Est-ce qu'on a besoin en amont de ces médicaments? Le Great Ormond Hospital à Londres a montré que simplement en suivant les bonnes pratiques, ils ont été capables de réduire de façon colossale l'utilisation de l'organitril en faisant rien d'extraordinaire, sinon revenir au texte. Réutiliser, puis choisir du réutilisable plutôt que de l'usage unique. Donc on a entendu aussi les plans en cours et ça c'est très positif. Retraiter. Puis-je acheter du retraité ou du reconditionné? On va en reparler, autant sur les aides techniques que les DM. Renouvelables, quels matériaux composent le produit? Donc, mieux connaître le détail des produits que l'on achète et pouvoir l'exiger, autant en termes d'achat que d'autorisation. Et le recyclable. Tout petit point sur le reprocessing, remanufacturing, on l'a entendu déjà et on va le réentendre, je ne vais pas rester très longtemps, mais effectivement, c'est autorisé donc suivi dans de nombreux pays, depuis 2002 en Allemagne, depuis 2016 au Royaume-Uni, toujours interdit chez nous, donc effectivement aujourd'hui c'est un point sur lequel il est intéressant d'avancer, autant en termes de recommandations de santé durable et de risques réels de pénurie de DM. Pour ce qui est des politiques d'achat, l'international nous paraît un point important. Les Anglais ont déjà lancé
leur feuille de route en termes de travail avec l'industrie, avec des jalons très clairs. Donc 2022, 2023, 2024 sur les scopes 1 et 2, avec des plans d'action. Il n'y aura plus de contrats attribués dans le NHS aux fournisseurs qui ne vont pas pouvoir avancer sur ces sujets ou qui n'avancent pas sur ces sujets. 2027, le scope 3 est intégré. Et 2028, les produits, donc l'empreinte carbone par produit, plus de contrats si les fournisseurs n'apportent pas ce détail de l'empreinte carbone par produit. Donc, la feuille de route existe, vous êtes certains mêmes fournisseurs que l'on travaille tous ensemble, que l'on travaille au niveau européen, on ira plus vite. Depuis la COP26, donc qui est un vrai sujet international, 52 pays se sont engagés avec des ambitions de développement durable, 18 même avec des objectifs de net zéro. Et donc, l'idée, c'est d'avancer tous ensemble. Le WHO, l'OMS prend aussi un vrai leadership sur ces sujets. On a vu dans le BNG l'an dernier un engagement ouvert des principaux, un certain nombre de grands suppliers du NHS qui s'engager dans cette démarche, donc que ce soit pour tout le monde, pour l'Europe également. En France, on voit que la politique d'achat, il y a une vraie mobilisation des acheteurs, c'est super. Le RESA a produit des guides, de nombreux autres aussi travaillent sur le sujet. Donc, il y a le plan national des achats durables. Et on voit que ça devient plus précis, puisqu'avec une récente instruction avant les vacances, on a maintenant, on va avoir une demande de bilan carbone donc de production d'approvisionnement d'ici par produit, donc d'ici fin 2023, et qui va rentrer en compte dans les appels d'offres à hauteur de 10%. Donc c'est une très bonne avancée. Les sociétés savantes sont mobilisées, le CRS, enfin la SFAR depuis très longtemps, le CRS coordonne un certain nombre de sociétés savantes, de nombreux travaux, les néphrologues, les radiologues et bien sûr les cardiologues, et souhaitent avancer sur ces démarches avec l'industrie. Alors je reviens à notre rapport Shift. Malgré tout, malgré toutes ces recommandations, ces actions, eh bien, les calculs qui ont été faits montrent qu'on a un différentiel, et j'accélère, un différentiel de 30%. C'est-à-dire que même en faisant tout ça, notre système très curatif, très consommateur, doit évoluer en profondeur. C'est un changement de paradigme plus profond dont on a besoin. Il faut faire tout ça, mais pas que. Il y a aussi vraiment une réflexion globale du système sur un système plus préventif. Le petit schéma à droite est assez intéressant. Déterminants de santé versus budget, soins, prévention, 2% pour la prévention aujourd'hui. Donc, il y a ce retournement, et ce retournement qui doit être accompagné également par les financements adéquats pour inciter. Donc, embarquer les usagers, les professionnels de santé dans une logique de prévention, de sobriété, c'est une vraie révolution pour notre système français. Avec, j'irai vite, mais avec côté usager, l'engagement au plus près des territoires, avec des campagnes de sensibilisation engageantes qui incluent aussi la pollution environnementale. Côté professionnel, que tout le monde comprenne, ça commence par une vraie sensibilisation, compréhension de tous. L'exercice coordonné aidera, et puis inciter à la sobriété pharmaceutique autant que possible. Je finirai par les soins éco-responsables, donc prévention, et puis quand on est dans la démarche de soins, mais qu'ils soient aussi éco-responsables que possible, donc les soins les plus justes. Donc dans une récente définition développée donc par le ministère de la Santé, donc soins éco-responsables qui a qualité, sécurité égale et moins impactant pour l'environnement, réduire l'empreinte carbone, limiter l'impact du secteur de la santé sur l'environnement, et donc tendre vers une sobriété des soins. Et je terminerai sur une note positive. Ces démarches sont extrêmement bénéfiques en général, avec un clin d'œil au remarquable guide des unités durables du CHU de Bordeaux. Quand on lance ces démarches de développement durable et de réflexion sur l'éco-responsabilité, il y a des vrais bénéfices évidemment écologiques, environnementaux, mais pas que, de qualité, parce qu'on repense à ce qu'on fait en termes de pertinence. Des vrais bénéfices pour les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, c'est loin d'être négligeable. On redonne du sens et de l'attractivité. Et in fine, ces démarches
génère des économies parce qu'on consomme moins quand on peut. C'était aussi le sujet de la pertinence et les Anglais l'ont prouvé dans plusieurs publications. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente poursuite de la journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci beaucoup à l'équipe du LERIC pour l'organisation de cette journée. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis interne de cardiologie aux Hospices civils de Lyon et je vais vous présenter un travail qu'on a effectué avec l'équipe de Louis Pradel qui s'est intéressé à l'empreinte carbone de l'ablation de FA par cathéter. Un travail là qui vient juste d'être accepté dans EuroPace et qui devrait être prochainement publié. Donc, pourquoi s'intéresser à l'écologie en électrophysiologie? Donc, vous l'avez bien compris avec la présentation qui vient d'être faite. Le système de santé est un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. Environ 5% du total sur la planète, jusqu'à 10% dans les pays développés, dans les chiffres que j'ai pu retrouver. Ça a été peu étudié dans la littérature médicale. Les anesthésistes se sont pas mal emparés du sujet, notamment avec les gaz halogénés. En chirurgie, la cataracte a été étudiée, l'hystérectomie, et puis plus récemment, notre collègue Daniel Greenberg s'est intéressé à l'impact de la chirurgie cardiaque, ce qui nous a beaucoup inspiré puisque personne s'était posé la question, enfin, personne n'avait étudié ça en cardiologie interventionnelle. Et donc, on s'est dit que l'électrophysiologie paraissait être un très bon modèle d'étude vu qu'on utilise énormément de matériel sophistiqué, le plus souvent, enfin, tout le temps, en fait, à usage unique. On s'est intéressé à l'ablation de FA parce que c'est la procédure la plus réalisée dans le monde, qu'elle est plutôt bien standardisée, donc nos résultats permettront de parler au plus grand nombre. On a évalué grossièrement environ 600 000 ablations qui sont faites dans le monde chaque année, ce qui fait une procédure toutes les minutes, hein, sans compter les jours fériés. Une procédure par minute, globalement. Et ce chiffre est en constante augmentation, vous le savez, avec le développement de la technique et le vieillissement de la population. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'empreinte carbone globale de l'ablation de FA pour déterminer les principaux postes de consommation de carbone et aider à déterminer les actions qui doivent être menées en priorité. On a utilisé une technique d'éco-audit. Donc ça vous parle, je pense pas forcément. Donc c'est une technique d'éco-conception utilisée en ingénierie pour évaluer l'émission de carbone durant la vie d'un produit. Donc on décompose pour chaque produit les 5 phases de sa vie, l'extraction des matières premières, sa fabrication, les différents moyens de transport qui sont utilisés, l'énergie qui est liée à son utilisation et ensuite son traitement en fin de vie. Pour chaque phase, on évalue ce qui participe et comment on peut l'optimiser, quel choix on peut faire. Donc, quelques exemples un peu plus parlants. Bon, je prends l'exemple de votre gobelet en plastique. Ce qui va surtout polluer, c'est l'extraction de matières premières, un petit peu sa fabrication. Le transport, pas tellement. On peut en transporter beaucoup dans des containers. L'utilisation ne consomme rien. Et puis, on peut éventuellement le recycler. Donc, on gagne un crédit en CO2. Votre gobelet, vous allez prendre votre café avec. Bon, là, pour la cafetière, au final, la conception, la fabrication de la cafetière ne compte pas tellement dans son empreinte carbone. C'est vraiment son utilisation qui pollue le plus, parce qu'elle va utiliser de l'électricité pour pouvoir faire chauffer le café. Donc, c'est cette phase-là que les ingénieurs vont devoir optimiser pour limiter son impact. Et avec votre café, vous allez vous mettre devant votre ordinateur. Là, l'ordinateur, c'est les deux. C'est à la fois des matières précieuses, c'est des processus complexes qui consomment de l'énergie et c'est également une pollution au cours de son utilisation vu que ça consomme de l'électricité, comme vous le savez. Donc, on a appliqué ça au domaine de l'ablation d'alpha. Donc, on a conduit une étude prospective observationnelle au sein de notre bloc opératoire. On a inclus tout patient qui avait une procédure d'ablation, soit une première procédure ou un rideau, avec de la radiofréquence ou un cryoballon par n'importe quel opérateur du centre, à savoir que toutes nos procédures étaient faites sous anesthésie générale. On a identifié donc 2 groupes de travail, la partie anesthésie et la partie surgery, c'est-à-dire la partie électrophysiologie et la partie de l'opérateur. Pour chacun de ces postes de travail, on a défini 3 groupes de sources de pollution, les dispositifs à usage unique, les produits pharmaceutiques, la consommation d'énergie, donc tout ce qui est écran, respirateur en anesthésie, le générateur, etc. Et on s'est limité donc dans ce travail à ce qui se passait au sein du bloc opératoire. On n'a pas inclus, pour des raisons de simplicité, le transport du patient, du personnel, la salle de réveil, le mode d'hospitalisation. Donc on s'est vraiment limité à la salle d'opération. J'ai été aidé pour ce travail par des collègues de l'INSA, qui est une école d'ingénieurs à Lyon, qui sont experts en biomatériaux, qui m'ont aidé à déterminer les différents inputs à entrer dans le logiciel pour chaque dispositif jetable. Donc, quel matériel, quelle ressource est utilisée. On a pesé ces ressources.
On a essayé de déterminer où c'était produit, donc souvent ça c'est facile à trouver. Comment c'est fabriqué, ça c'est un peu plus compliqué. Comment c'est transporté, ça on peut le trouver, etc. Forcément, on a dû faire des approximations, donc les chiffres sont pas à prendre au pied de la lettre, c'est des ordres de grandeur à plus ou moins 15-20% avec les approximations qu'on a faites. On a utilisé un logiciel qui est assez connu qui s'appelle Indice Grand Taille du Pack, et ça nous permet de sortir un chiffre en équivalent de CO2. Et donc on a moyenné ça avec en évaluant combien on consomme de dispositifs pour chaque procédure. Pour vous donner un exemple d'analyse assez simple, on prend une aiguille de transseptal, donc avec sa boîte, son packaging et sa notice. On pèse les différents composants, donc c'est assez simple, c'est du carton, c'est du plastique, c'est du métal. On évalue comment c'est potentiellement fabriqué. Et ce qui est intéressant, parce qu'on observe que pour l'aiguille, l'aiguille ne représente que 5% du poids de l'ensemble du packaging et seulement 20% de l'empreinte carbone. Donc pour ce produit en particulier, c'est vraiment le packaging qui va polluer le plus, donc c'est là-dessus qu'on peut jouer. Et c'est donc l'extraction de matières premières et le transport qui pollue le plus pour cette aiguille transseptale. Donc on a fait ça avec l'ensemble des matériaux qu'on a identifiés. Donc on a fait ça sur une trentaine de patients. Il y avait 18 procédures qu'on a appelées RF-PVI, donc c'était des isolations des veines pulmonaires seules, des procédures qu'on a appelées RF Marshall avec les procédures plus complexes de segmentation de l'oreillette avec alcoolisation de la veine de Marshall, et quelques procédures avec cryoballon. Et le chiffre qu'on a retrouvé en faisant la moyenne de tout ça, c'est environ 77 kilos de CO2 par procédure. Ce chiffre est pris brut sans prendre en compte aucun recyclage, aucune réutilisation. Donc, qu'est-ce que ça fait 77 kg de CO2 par procédure? Si je reprends le chiffre de 600 000 ablations par an, ça fait à peu près 1600 ablations par jour dans le monde. Ça fait 125 tonnes de CO2, ça parle peut-être pas tellement. 125 tonnes de CO2, c'est 700 000 km avec une voiture moyenne européenne et 1 million de kilomètres avec une petite citadine récente. Quand même pas anodin tous les jours. En chiffre d'avion, ça fait 150 personnes qui font un aller-retour Paris-New York ou 1 millier de personnes qui font un trajet local style Lyon-Bordeaux. On va aller de plus en plus dans le détail de ces résultats. Donc, pour identifier les principaux postes de dépenses, pour les résumer, on voit que la majorité de l'empreinte carbone de la procédure de l'ablation FA est liée à l'extraction des matières premières, 71%. Une bonne partie également à la fabrication, 17%. Le transport est quand même pas négligeable, mais on compte qu'au final que pour une dizaine de pourcents. Et l'utilisation, la consommation d'électricité ou de gaz est très faible, ce qui paraît logique, étant donné que ce n'est pas des matériaux qui consomment beaucoup d'électricité quand on les utilise. On a comparé donc les différents groupes. On a vu que les isolations des veines pulmonaires, que ce soit par RF ou cryo, c'était plus ou moins équivalent, respectivement 76 et 71 kg de CO2. Donc c'est dans la marge d'erreur, c'est à peu près comparable. Et puis comme attendu, les procédures complexes avec isolation de la veine de Marshall, alcoolisation de la veine de Marshall et segmentation de l'oreillette polluent plus, puisque c'est des procédures qui durent plus longtemps, plus d'anesthésie et puis beaucoup plus de matériel qui est utilisé avec des gaines orientales, etc. On continue à aller dans le détail de ces résultats. L'anesthésie, donc chez nous, c'était des anesthésies générales, constituaient 25% de l'empreinte carbone de l'ablation de FA. Donc 75%, c'est nous, c'est l'électrophysiologie, et essentiellement les cathéters, qui font 30 kg, soit 40% du total quasiment. Les patchs, qu'on n'avait pas forcément envisagé, nous, en tant que médecins, mais pour les ingénieurs, ça leur semblait logique. On va en parler après. Donc ça faisait quasiment 9% pour quelque chose qui semble assez dérisoire, enfin en tout cas qui est anodin pour nous, qui nous paraissait anodin. Les gaines et l'aiguille, c'était environ 8%, et puis tout le reste, les gants, les casaques, etc., ça contribuait pour moins de 20%. Donc au total, les cathéters, les patchs, les gaines et l'aiguille, c'est les 3/4 de la partie électrophysiologie. Donc le matériel, on a évalué différents chiffres, donc qui, comme je l'ai dit, sont pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est plutôt des ordres de grandeur. Pour les cathéters diagnostiques, on était autour de 8 kg pour les classiques quadri ou décapolaires. Pour un cathéter haute densité de mapping, autour de 10 kg. Les cathéters d'ablation, c'était un peu plus élevé. Pour les gaines, c'est intéressant, donc on a remarqué que les gaines orientables étaient 5 fois plus polluantes qu'une gaine standard, donc 1 kg contre 6 kg environ. L'aiguille de transseptal, j'en ai déjà parlé, 3 kg. Et les patchs, donc ce n'était pas quelque chose qu'on avait forcément suspecté au départ, sont extrêmement polluants. Les patchs de défibrillation que nous, on mettait en systématique, c'était 1 kg. Et les patchs pour le système de Carto, pour les 6 patchs, c'est 3 kg. Et ça s'explique parce qu'en fait, le système est jeté avec le patch plus les câbles qui vont avec. Donc le cathéter, vous l'avez compris, c'est le principal constituant de la pollution de la procédure. Donc là où l'aiguille pesait peu et faisait peu de CO2 sur l'ensemble, le cathéter, lui, pèse peu par rapport au packaging
et au plastique. Par contre, il fait 80% de la pollution, donc c'est vraiment lui qu'il faut optimiser, ce qui paraît logique. Et pourquoi il pollue autant? C'est parce qu'il contient des métaux précieux, environ 50 mg d'or et de platine dans chaque cathéter. Il contient des câbles en cuivre et divers polymères. Donc en résumé, pourquoi est-ce que l'électrophysiologie pollue autant? Parce que les dispositifs contiennent des métaux précieux, parce qu'il y a des process complexes qu'on a probablement approximés, peut-être même sous-estimés, et qu'il y a beaucoup de câbles à usage unique, notamment l'exemple des patchs de Carto, qui sont jetés à chaque fois, alors qu'on pourrait très bien imaginer, comme pour les ECG, réutiliser les câbles. Et cela s'accompagne de beaucoup de packaging d'ailleurs de très bonne qualité, avec du carton très beau, du carton plastifié, etc., qui n'est pas forcément utile, une notice qui n'est pas utile non plus. Donc on a fait quelques hypothèses pour essayer de voir ce qu'on pouvait optimiser. Des hypothèses avec plusieurs niveaux de difficulté pour leur mise en place, qu'on a appelé un premier niveau, c'est-à-dire qu'il peut être mis en place dès maintenant partout. Donc déjà, sensibiliser les médecins à la réduction, à limiter les indications et surtout à utiliser le matériel minimum nécessaire sans évidemment nuire à la sécurité et à l'efficacité de la procédure. Ça peut s'accompagner d'indicateurs graphiques sur les packaging pour aider les opérateurs à faire le choix entre différents matériels et savoir lequel est le moins polluant. On peut limiter l'impact du packaging. Donc déjà, si on recyclait tout le temps le packaging et les manuels d'instruction, on gagnerait 4% par procédure. Si plus simplement on remplaçait le manuel qui, je pense, ne sert jamais à personne, mais on mettait à la place un QR code, on gagnerait 1% supplémentaire. Enfin, si on recycle bien systématiquement l'électrode des cathéters, on gagne environ 4% par procédure. Donc là, déjà, on a gagné une petite dizaine de pourcents, un peu moins. Un niveau 2 un peu plus compliqué serait de pouvoir recycler l'ensemble des polymères. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que déjà, il faut pouvoir les séparer du reste du dispositif qui puisse être conçu pour être démonté. Parfois, les polymères sont considérés comme souillés, donc ils ne peuvent pas être recyclés légalement. Mais imaginons que ce soit possible, on pourrait gagner jusqu'à 10%. Il faut également repenser les dispositifs, leur packaging, le diminuer, qu'ils soient de moins bonne qualité. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir autant de plastique, autant de carton d'aussi bonne qualité. La notice, j'en ai déjà parlé. Repenser les dispositifs. Donc, dans notre papier, on cite un exemple très simple. Des patchs de mapping. Si les câbles étaient réutilisables et qu'on changeait que les patchs pour chaque procédure, on gagnerait 3%. Et enfin, un troisième niveau, et qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir réutiliser les cathéters, faire du reprocessing, ce qui n'est pas permis en France, comme ça a été rappelé, comme on va le discuter dans la journée. Nous, on a fait quelques simulations avec uniquement la réutilisation des cathéters diagnostiques, qui nous paraît intellectuellement plus simple que les cathéters thérapeutiques. On a estimé que ça permettrait de gagner environ 7-8% de CO2 par procédure, et probablement un peu plus. On avait pris des hypothèses assez pessimistes. On s'est beaucoup aidé, je cite son papier, d'Anna Schultz, qui est une chercheuse allemande, qui a beaucoup étudié le reprocessing et donc qui a fait un article extrêmement bien pensé. Donc au total, ces propositions permettraient de diminuer l'empreinte carbone de l'ablation NEFA de 30%, donc ce qui est déjà bien, mais qui n'est pas non plus énorme. Donc il y a certainement besoin de faire encore plus, mais déjà si on pouvait faire ça, ce serait excellent. Donc en résumé, pour résumer la présentation en quelques lignes, donc on a fait une étude qui est un peu un concept, qui est pas, les chiffres sont pas à prendre au pied de la lettre, mais ça donne des ordres de grandeur. Donc l'ablation de FA produit au moins 125 tonnes de CO2 par jour dans le monde, en prenant en compte uniquement ce qui se passe au sein du bloc opératoire et pas le personnel, pas comment est venu le patient, pas la salle de réveil, pas le mode d'hospitalisation, etc. La principale cause de pollution, c'est les matières premières et la fabrication. Le transport compte néanmoins quand même pour 10%, donc c'est pas négligeable. Les cathéters sont de loin la plus importante cause de pollution dans cette procédure, avec les patchs, les gaines et le packaging de l'ensemble. Pour améliorer tout ça, on est ici pour ça, on va en discuter, mais il est nécessaire de réduire le matériel, pouvoir le recycler, repenser la conception du matériel pour qu'il puisse être facilement recyclé et réutilisé. Et cela nécessite toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, les industriels, les médecins, les institutions et puis les législateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon, merci d'abord à Julie, merci à Pierre, merci au Lyric d'avoir organisé, je crois, cet événement très important et aussi d'avoir associé la Clinique Pasteur. Donc, merci à vous. Et je pense que c'est une première, mais il y en aura d'autres, très, très certainement. C'est un long chemin, on l'a bien compris.
Alors, on va dire un mot sur cette étude européenne. Alors, moi, c'est vrai que je suis rentré dans ce projet-là grâce à Julie et Pierre qui m'ont sollicité en tant que président du comité d'initiative scientifique de HERA, le groupe européen, pour monter un sondage, enquête, survey, vous appelez ça comme vous voulez, sur le renouvelable, le recyclage et en gros l'attitude à prendre dans l'avenir pour avoir un impact moins défavorable sur notre environnement. Alors, bon, moi je suis trop jeune pour avoir véritablement connu ça, mais j'en vois ici qui doivent certainement se rappeler de l'époque où on fumait dans les avions, dans les bus, partout, dans les trains, dans les toilettes, enfin bon, et j'en passe, voilà, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous semble une aberration absolue. On n'imagine même pas que c'était possible. Comment faisait-on? Bon, encore une fois, moi, je n'ai pas vraiment vécu ça, mais bon. Et bien, je pense que les générations futures auront un petit peu la même réaction quand ils vont voir ça. Ils vont se dire, mais comment ils ont pu imaginer organiser la gestion du matériel de cette manière-là? Comment ont-ils pu faire un tel gaspillage? Je pense que ça sera même probablement une réaction encore pire que ça. Je crois que c'est une évidence aujourd'hui et il faut en prendre conscience. On ne le voit pas vraiment parce qu'on est dedans. C'est toujours pareil. Comme on ne voyait pas à l'époque de fumer dans une bagnole, c'était débile. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit il faut qu'on réagisse. Et donc, Julie, que je remercie encore une fois, moi je vous le repasse, mais on va passer à autre chose quand même, donc nous a sollicité. C'est vrai que moi de suite, j'étais très sensible à ça, d'abord parce que ça venait d'amis, mais aussi parce que le sujet est, à mon avis, fondamental et il est beaucoup trop évité, je dirais, notamment dans notre pays. Donc, on a monté cette étude et on a eu une réponse très, très forte de la communauté médicale, puisqu'en gros, pour que vous ayez une petite idée, les surveys ERA, quand on lance un survey comme ça, on a 150 réponses pour les bonnes enquêtes. Et là, on a eu le double, très rapidement. Et voilà. Dans les chiffres, vous remarquerez que tous les pays sont représentés. Il y a beaucoup d'hommes, enfin bon, ça vient un petit peu je dirais, des spécificités de notre population. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de jeunes avec une moyenne d'âge à 43 ans. Alors, ce qu'on voit, et on va aller directement au résultat, ce qu'on voit très clairement, c'est que il y a une volonté de la communauté médicale de changer les choses, de s'investir dans une évolution à la fois à titre personnel, dans la vie en famille, mais aussi à titre professionnel. Et plus des 2/3 des gens qui ont répondu disent vouloir faire évoluer tout ça et vouloir changer tout ça. Alors, comment peut-on le faire évoluer? Comment changer le modèle? En recyclant, certes, mais surtout, et vous le voyez ici, donc vous voyez que quand même 80%, enfin non, 60%, excusez-moi, du matériel est mis à la poubelle, mais en France, je disais 80%, mais en France, c'est probablement 100% à cause de la loi que nous avons. Et donc ça, c'est une moyenne européenne. 60% en Europe, du matériel médical est jeté. En France, encore une fois, c'est bien pire que ça. Et donc, effectivement, la plupart des médecins veulent s'investir dans tout ça et souhaitent faire évoluer toute cette histoire-là. Et il est évident qu'il y a des barrières. Et les barrières sont à la fois législatives, mais elles sont également locales, institutionnelles. Et il est perçu, pour beaucoup de médecins qui ont répondu, que les établissements de santé, et notamment les hôpitaux, mais également les établissements privés, manque d'initiatives pour faire évoluer tout ça. Et alors, bien sûr, c'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais moi qui suis en cause, donc c'est l'administration, c'est l'hôpital, moi je n'y peux rien, certes, mais il est certain qu'à ce niveau-là, il devrait y avoir, à mon sens, un effort collectif et un effort aussi au niveau des administrations et au niveau local.
Je pense que la suite, ça va être pour Julie, puisque c'est la spécialiste dans ce domaine. Oui, alors du coup, une fois qu'on a fait le constat que la communauté médicale était prête à faire évoluer et souhaitait, était très motivée pour faire évoluer ses pratiques, la question c'est comment on peut réduire l'impact environnemental de ces cathéters. C'est vrai qu'on avait focalisé instinctivement sur le cathéter et grâce à l'étude de Lyon, on sait maintenant que c'est effectivement le principal émetteur de la procédure. Donc toute la question est comment on peut passer de ce modèle qui est aujourd'hui très linéaire à un modèle plus circulaire. Donc on a beaucoup parlé ce matin et la ministre en a parlé, de effectivement l'économie circulaire comme clé pour réduire cet impact environnemental. Donc on a vu à plusieurs reprises le cycle de vie d'un produit avec toutes ces étapes, depuis l'extraction des ressources, la fabrication du produit, la distribution qui est un enjeu majeur en électrophysiologie cardiaque parce qu'on peut avoir un site de production pour le monde entier, donc c'est des trajets très complexes, l'utilisation au sein des hôpitaux par les médecins pour soigner leurs patients et ensuite bien sûr l'incinération. Donc il faut bien avoir en tête que chacune de ces étapes va consommer de la matière et va consommer de l'énergie. Et chacune de ces étapes va émettre des déchets et va générer des émissions. Donc, le concept et l'objectif des modèles circulaires, c'est de limiter le nombre de ces différentes étapes et donc d'augmenter le plus possible la durée de vie du produit à son maximum de valeur. Et donc, ce qui est important dans les différents modèles d'économie circulaire, c'est de bien intégrer qu'ils n'ont pas tous la même valeur en termes de réduction de l'impact environnemental. Donc, la première stratégie qui est celle du recyclage et dont on parle beaucoup, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi avec la survey que finalement les gens étaient un peu perdus, je recycle, je réutilise, on comprend pas forcément quel est l'impact d'une pratique par rapport à l'autre. Donc c'est important de revenir à la base et de voir que ce cycle en fait, et on appelle ça boucler la boucle du produit de recyclage, est finalement la moins vertueuse. Donc c'est la plus facile à mettre en œuvre, mais c'est la moins vertueuse. Donc qu'est-ce qu'on a constaté au sein de cette enquête vis-à-vis de cette capacité à recycler? C'est tout d'abord la complexité des process pour les équipes. C'est des choses très bêtes. Aujourd'hui, les équipes ne connaissent pas la composition des produits, elles ne sont pas rendues disponibles par les industriels. Et enfin, ils n'ont pas forcément la capacité de désassembler un produit pour pouvoir l'intégrer dans les filières correspondantes qui, de plus, n'existent souvent pas dans les hôpitaux. Donc, ça fait beaucoup de barrières aujourd'hui au recyclage, mais c'est des barrières qui semblent pouvoir être levées assez rapidement et beaucoup plus rapidement qu'effectivement des évolutions réglementaires qui vont être demandeuses de plus de temps. Et il y a bien entendu dans le contexte économique actuel un enjeu économique aussi de ces matériaux, du coup qu'on conserve et qui ont réintroduit dans les cycles de production, et notamment on a parlé des métaux précieux pour les cathéters. Donc le deuxième cycle qui lui est plus vertueux, et on le voit ici parce qu'il nous permet d'économiser plusieurs étapes et donc plusieurs étapes d'émissions de déchets et de gaz à effet de serre, c'est la réutilisation et c'est la voie principale privilégiée par les électrophysiologistes via notre enquête européenne, avec bien sûr la principale barrière pour certains pays comme nous de la loi qui ne l'autorise même pas. Pour les pays qui l'autorisent, il y a quand même un enjeu qui est celui de la qualité du soin délivré aux patients et de sa sécurité. Et donc ça a été déjà largement, enfin peut-être pas largement, mais bien étudié. On en parlera cet après-midi. Et enfin, on a été assez surpris parce qu'on pensait que le risque infectieux serait une barrière majeure pour les médecins. Et en fait, ça arrivait qu'en 4e position. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important à travers cette enquête. Et il y a des opportunités parce qu'effectivement, non seulement la communauté médicale est prête, mais en plus, il y a déjà beaucoup d'industriels du reprocessing qui sont établis et qui travaillent aujourd'hui dans les autres pays européens. Donc là, c'est un circuit avec effectivement un reprocessing externe à l'hôpital. Et effectivement, le cercle qui serait le plus vertueux serait de la capacité de recycler, de réutiliser, de restériliser sur site. Donc c'est le cercle jaune. Mais aujourd'hui, on sait qu'avec le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux, les spécifications sont très lourdes et donc les hôpitaux ne disposeront pas clairement des infrastructures qui leur permettront de répondre à ces exigences. Bien entendu, il y a aussi la question du coût qui va dans le sens de la réutilisation. Donc voilà, la conclusion de notre enquête, c'est que les modèles d'économie circulaire semblent tout à fait pertinents pour réduire cet impact, mais qu'effectivement, il faut avoir une réflexion qui soit beaucoup plus long terme que celle qu'on a aujourd'hui avec l'usage unique, et que clairement, ces solutions, non seulement elles doivent être pensées dès le départ, et c'est ce qu'on fait beaucoup à travers l'éco-design, et que les produits soient pensés soit pour être recyclés, soit pour être réutilisés en termes de matériaux, en termes de design, en termes de robustesse des produits, et que, bien entendu, ça se fasse dans une logique de toute la chaîne de valeur des personnes impliquées, puisque un industriel commercialisant un cathéter recyclable, si derrière il n'y a pas les poubelles
poubelle correspondante à l'hôpital, ça servira à rien. Et que s'il y a un cathéter recyclable et les bonnes poubelles à l'hôpital, mais que les équipes sont pas formées ou n'ont pas les informations nécessaires, ça servira à rien non plus. Donc, on croit vraiment à l'innovation et au travail collaboratif pour pouvoir repenser cette manière de produire et d'utiliser les produits de santé. Voilà. Merci.